Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, cette fois-ci pour la 5e leçon du cours de cette année, le droit international de la science. Alors cette 5e leçon est intitulée « Anticipation scientifique » ou « Science de l'anticipation », point d'interrogation, et son sous-titre, qui est un sous-titre technique, qui n'apparaît pas ici à l'écran pour des raisons esthétiques, mais qui est important pour nous juristes, pour délimiter de quoi nous allons parler, c'est « Critique et réforme du régime d'anticipation des recherches scientifiques à potentiel de préjudice grave et irréversible en droit international de l'environnement et en droit international biomédical ». Alors il s'agit de la deuxième de 3 leçons consacrées aux moyens de saisir ce que j'ai appelé le moment institutionnel international de la science, puisque c'est sur la base du droit de l'homme à la science, dont je vous ai expliqué durant la première partie du cours qu'il était en voie de réanimation, que je vous propose dans ce deuxième volet du cours de réinstituer les sciences par le droit international. Alors pour mémoire, ce deuxième volet du cours, donc ces 2 dernières semaines, plus la prochaine, est consacré à la critique et à la réforme de différents régimes du droit international contemporain de la science, à la lumière du droit de l'homme à la science. On va prendre ce qu'on a appris dans la première partie du cours et puis retravailler différents régimes à cette lumière. Après avoir examiné les 2 premiers droits tirés du droit de l'homme à la science la semaine dernière, c'est-à-dire le droit d'accès, de participation à la science, dont la liberté de recherche, et le droit d'accès, de participation aux bienfaits de la science, et les obligations de protection que ces droits fondent contre l'appropriation scientifique, c'est le 3e droit tiré du droit de l'homme à la science dont j'aimerais vous parler ce matin. Ce 3e droit, pour mémoire, c'est le droit d'être protégé contre les effets néfastes de la science et les obligations d'anticipation scientifique que ce 3e droit fonde. Plus précisément, la question dont je vais traiter est celle des obligations que le droit de l'homme à la science génère pour les États d'anticiper non seulement les bienfaits de la science, mais aussi ce qu'on pourrait appeler en symétrie ses méfaits, de manière à pouvoir promouvoir la science bénéfique et à prévenir la science maléfique. Alors en m'écoutant, vous allez trouver tout à fait intéressant d'utiliser ces mots bienfaits, méfaits, bénéfiques, maléfiques, mais on voit qu'on est mal à l'aise. On est mal à l'aise d'emblée et on trouve difficile d'utiliser le négatif des termes bienfaits et bénéfiques. On est aussi mal à l'aise parce que les bienfaits ne sont jamais considérés comme potentiels, contrairement aux méfaits, alors qu'ils sont parfois tout aussi incertains. Donc c'est intéressant déjà de remarquer cela et comment notre oreille et notre attention est retenue tout de suite par les bienfaits. Leur potentialité importe peu, on les veut, tandis que les méfaits, alors ils sont très incertains, et très potentiels et ils nous intéressent peu. Alors par anticipation scientifique, qu'est-ce que j'entendrais ? J'entendrais toute mesure qui vise aussi bien à prévenir ou atténuer les potentiels méfaits de la science qu'à promouvoir ses bienfaits potentiels. L'anticipation scientifique inclut bien sûr des mesures qu'on associe habituellement aux mesures prises au titre des principes de précaution et de prévention vis-à-vis de préjudices potentiels, mais elle inclut aussi, beaucoup plus généralement, toute mesure de prévision de manière à pouvoir devancer tant les bienfaits que les méfaits potentiels des recherches scientifiques. Il s'agira le plus souvent de réglementer et d'encadrer les recherches scientifiques, mais l'anticipation scientifique peut parfois amener, nous le verrons, à adopter un moratoire, voire même à imposer une interdiction définitive à certaines recherches. Alors vous aurez remarqué que je mentionne la prévention ou la promotion d'effets potentiels de la science. Cependant, les mesures d'anticipation scientifique ne portent pas uniquement sur les applications des recherches scientifiques, mais déjà sur ces recherches elles-mêmes. Ce sont ces recherches qui peuvent dès lors être considérées en elles-mêmes comme dangereuses ou au contraire comme avantageuses. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon, en effet, il serait vain, je pense, de distinguer entre la science pure et fondamentale, qui ne serait jamais dangereuse, c'était l'argument par exemple qui a été avancé de manière célèbre par Lewis Wolpert dans cet article que vous avez ici à l'écran. Donc la science pure et fondamentale ne serait jamais dangereuse, tandis que ses applications, elles seules, pourraient l'être dans certains cas.
Il me semble au contraire que la recherche scientifique pure ou fondamentale ne peut pas et ne doit pas être opposée, je l'ai dit, à ces applications. Les deux processus sont intimement entremêlés. D'une part, l'expérience d'appliquer un savoir est cruciale à l'acquisition et à la consolidation de ce savoir en lui-même en tant que savoir-faire. Et d'autre part, et pour cette même raison, le bon savoir se développe précisément en se dirigeant vers son application et donc en l'anticipant et non pas indépendamment. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'il n'est pas possible de séparer fondamentalement, je l'ai dit, les sciences des techniques ou des technologies par lesquelles ces sciences expérimentent et se développent continuellement, même si l'inverse peut être vrai, bien sûr, toutes les technologies ne sont pas source de science. Alors ce rappel étant fait, le contexte scientifique contemporain rend la question de l'anticipation scientifique, telle que je l'ai définie, particulièrement pressante. Et ce, pour deux raisons. Le développement rapide de recherches scientifiques dangereuses, premièrement, et les limites du traitement juridique de la question à ce jour, deuxièmement. Alors, premièrement, le développement de recherches scientifiques qu'on peut qualifier de dangereuses. Ces 20 dernières années ont vu l'émergence accélérée de technologies et plus généralement de recherches scientifiques sur ces technologies qui présentent 4 caractéristiques. La première est que si ces technologies venaient à être appliquées, elles auraient un impact sur la personne humaine, non seulement gravement préjudiciable, mais aussi, deuxièmement, durable, voire irréversible, affectant dès lors les générations futures. La troisième caractéristique de ces recherches scientifiques est d'être à double usage, et donc d'être aussi et inextricablement potentiellement bénéfiques pour la personne humaine, ce qui complique leur anticipation, qui doit viser, je vous le rappelle, tant à prévenir qu'à promouvoir. Et vous avez ici une confirmation dans l'observation générale numéro 25 du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels de cette appréciation, c'est-à-dire de ce sens qu'on a que ces nouvelles sciences, ces technologies émergentes et dangereuses sont à la fois source de grands bienfaits potentiels et de méfaits potentiels. La quatrième caractéristique de ces recherches scientifiques émergentes dangereuses est d'être incertaine. En effet, les effets tant bénéfiques que maléfiques de ces recherches ne sont que potentiels. C'est pour cela qu'on peut parler de danger pour désigner le potentiel de préjudice qu'elles apportent ou de menace de préjudice, mais pas encore véritablement de risque à leur égard. La notion de risque implique en effet une certaine probabilité qui, en cas d'incertitude, ne peut pas bien être établie. La catastrophe de Tchernobyl, par exemple, était potentielle, mais incertaine, et le risque était donc inexistant ou jugé peu élevé, alors que le préjudice potentiellement occouru était très grave et irréversible, comme cela s'est ensuite avéré, et il aurait donc fallu le prévenir beaucoup plus activement. 3 exemples de ces recherches scientifiques dangereuses sont la bioingénierie, et notamment l'édition génomique, la géoingénierie, solaire ou marine, et l'intelligence artificielle. Je me concentrerai sur les 2 premières ce matin, édition génomique et géoingénierie, et je reviendrai sur l'intelligence artificielle dans la prochaine leçon. Vous comprenez maintenant à ces 3 exemples comment les 4 caractéristiques que je viens de vous décrire sont parfaitement remplies dans ces 3 cas. Alors, confrontés à ces recherches scientifiques qu'on appelle parfois émergentes ou nouvelles parce qu'elles sont encore en voie de développement, la question de l'anticipation scientifique est devenue plus pressante que jamais. Et ce notamment en raison de modifications importantes dans le cadre temporel et spatial de la recherche scientifique dans ces domaines. D'un point de vue temporel, nous le savons, le rythme de la recherche scientifique s'est accéléré radicalement au cours des 20 dernières années. Sur le plan spatial, maintenant, la recherche dans ces domaines est désormais menée à l'échelle mondiale, ce qui a pour effet de mondialiser ces effets négatifs potentiels et les inquiétudes qu'ils suscitent. En fait, cette combinaison de ces évolutions temporelles et spatiales en sciences a créé d'importantes disparités dans le progrès scientifique et différents rythmes de développement scientifique, ce qui a conduit à un certain degré de polychronie et de polyspatialité scientifique. Polychronie et polyspatialité rendent l'anticipation scientifique encore plus difficile. Et à cela s'ajoute
Une dernière difficulté, s'il en fallait encore, la privatisation de la recherche scientifique et le secret concurrentiel qu'elle impose à la recherche dans une économie mondiale de l'innovation. Il suffit de penser ici à la recherche sur l'intelligence artificielle. Cette privatisation de la recherche rend la recherche scientifique dans ces domaines encore moins transparente, et cela alimente d'autant plus les inquiétudes quant à ses effets néfastes potentiels et quant à la possibilité même de les anticiper. Voilà pour les raisons de nous intéresser à ces sciences dangereuses. Maintenant, deuxième raison de nous y intéresser cette fois-ci en tant que juristes, les limites du traitement juridique dominant en matière d'anticipation scientifique. Ce travail d'anticipation scientifique, pourtant urgent et nécessaire, est compliqué par l'incertitude qui caractérise ces sciences émergentes. Même si les préjudices potentiels en cause sont graves et irréversibles, pensez à l'édition génomique, ils sont incertains et donc peu, voire pas du tout probables. Cela pose au moins 3 difficultés pour les modèles dominants de l'anticipation scientifique. Premièrement, ces modèles d'anticipation scientifique dominants sont fondés sur une analyse de risque et donc sur un calcul de probabilité. C'est sur la base de ce calcul qu'il faudrait ensuite maximiser les bienfaits et minimiser les méfaits. Mais parce que les dangers que représentent les recherches scientifiques dangereuses dont je vous parle dans ce cours sont encore incertains, ces modèles ne permettent pas de les anticiper effectivement. Et ce, alors même que ces dangers sont potentiellement très graves, comme dans l'exemple que je vous ai donné de Tchernobyl. C'est ainsi d'ailleurs que les modèles dominants en sont venus à déconsidérer le principe de précaution, qui, je vous le rappelle, s'applique en l'absence de certitude scientifique de préjudice grave et irréversible, plutôt que de célébrer dans la précaution une forme de prudence raisonnable ou diligente. En fait, et c'est le deuxième problème de ces modèles, ils recommandent face à ces sciences à potentiel de préjudice grave et irréversible qui m'occupent ce matin, mais dont le potentiel de préjudice grave et irréversible est incertain, ils recommandent d'attendre que les connaissances scientifiques s'affirment pour plus de certitude dans un sens ou dans un autre. Quand on sait combien il est difficile, en recherche, une fois que l'économie de la recherche est lancée, et que les financements, les investissements publics et privés ont été faits, cette approche de l'anticipation scientifique fondée sur les risques favorise le status quo scientifique. S'il faut attendre d'avoir plus d'informations et que les recherches sont désormais financées et ont commencé, eh bien plus personne ne voudra ensuite reculer. Enfin, la troisième difficulté des modèles dominants de l'anticipation scientifique fondés sur la certitude scientifique tient à ce qu'ils font de la science un élément central de l'anticipation scientifique. D'où mon titre. Rendant ainsi la science juge et partie de l'anticipation de ses propres bienfaits et méfaits. Et pourtant, lorsque la science elle-même est incertaine, comme c'est le cas ici, l'expertise scientifique sur ses potentiels bienfaits et méfaits n'est d'aucun secours. Ou du moins pas toute seule, comme l'ont bien expliqué les penseurs de la science dite post-normale. Le droit international de la science est donc en quelque sorte rappelé à sa responsabilité première, à laquelle il ne peut pas et ne doit pas, selon moi, se dérober en se cachant derrière la certitude scientifique. Un autre cadre juridique depuis lequel nous pourrions fonder les obligations d'anticipation scientifique des États et des autres institutions publiques est précisément, vous le savez, vous êtes là, vous m'avez écouté, est précisément le droit de l'homme à la science. L'intérêt de l'anticipation scientifique à travers le droit de l'homme à la science est, à mon avis, multiple, et je vais essayer de vous en convaincre ce matin. Premièrement, en faisant de l'anticipation scientifique une question de droit de l'homme, cette approche permet d'en faire une question de protection des intérêts de la personne humaine plutôt que de la société en général. De même, l'accent dans cette approche est mis sur les obligations des États et des institutions publiques, et non pas uniquement sur la responsabilité individuelle des scientifiques. Deuxième intérêt de l'approche de l'anticipation scientifique par le droit de l'homme à la science, la question devient interne à la science. Il s'agit de protéger la science en la limitant. Cela permet de dépasser l'opposition
entre d'une part la liberté de la recherche scientifique des scientifiques, qui bénéficierait d'une liberté qui serait sans limite, et d'autre part les droits de l'homme des autres, des non-scientifiques, qu'il faudrait protéger en limitant la science de l'extérieur. Ça, c'est la vision habituelle, la vision qu'on a par exemple dans la déclaration de l'UNESCO sur la bioéthique et les droits de l'homme, dont nous parlerons plus tard, où vous voyez qu'on oppose la science d'un côté aux droits de l'homme des autres de l'autre. L'approche de l'anticipation scientifique par le droit de l'homme à la science permet au contraire de faire de cette question une question interne à la science. Tous les intérêts en cause sont protégés au titre du même droit de l'homme, le droit de l'homme à la science, et tous protègent la science, y compris contre elle-même. Alors malgré son intérêt, le contenu des obligations d'anticipation scientifique que fonde le droit de l'homme à la science dont je vais vous parler ce matin n'a pas encore été abordé en profondeur. C'est l'intérêt de ce cours. L'objectif de la leçon est dès lors de préciser le contenu des différentes obligations d'anticiper les bienfaits et les méfaits des recherches scientifiques à potentiel de préjudice grave et irréversible, tels que je les ai définis. Et à l'issue de cette leçon, si tout va bien, vous comprendrez mieux, en tout cas c'est ce que j'espère, l'intérêt qu'avaient et ont aujourd'hui encore de nombreux États à museler le droit de l'homme à la science plutôt que d'accepter les limites internes que ce droit pose à la science. Alors, la question de cette leçon désormais précisée, de même, à mon avis, que son urgence, il me faut vous expliquer par quel droit international nous allons saisir la question. Alors, précisons avant toute chose que la question de l'anticipation scientifique n'est bien sûr pas nouvelle en droit international. En fait, elle occupe, vous vous souvenez de la première leçon, le droit international de la science depuis ses origines d'après-guerre. C'est d'abord, et vous en souvenez peut-être aussi, la question de la recherche scientifique sur des techniques à double usage, dont un usage militaire dangereux, comme la recherche nucléaire ou la recherche sur les armes chimiques, qui a dominé les débats. Qui a dominé les débats juridiques d'après-guerre, mais aussi, nous le savons, les débats culturels, les débats littéraires, la fameuse pièce de Dürrenmatt, Les physiciens, ici à gauche, et cinématographique. Vous avez peut-être tous vu, ou vous verrez peut-être tous, le film Oppenheimer. Donc on sait que cette question nous a beaucoup occupés, elle nous occupe au tournant des années 40 et du deuxième conflit mondial. La question a d'ailleurs été évoquée tout de suite durant les négociations de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et cette protection contre les recherches scientifiques à double usage aura été l'une des motivations pour l'adoption de l'article 27 de la Déclaration et du droit de l'homme à la science comme garantie de l'humanisme scientifique et comme limite de droit international à la science dangereuse. Et après la guerre, divers traités ont été adoptés pour limiter et encadrer la recherche en matière d'armement. Pensez par exemple au traité de non-prolifération des armes nucléaires, tout un arsenal juridique autour des armes qui, toujours aujourd'hui, est malheureusement en cours de démantèlement. Mais ce sera l'objet d'un autre cours. Alors, en parallèle de la discussion des années 40 sur ces recherches scientifiques à double usage, et notamment à usage militaire dangereux, c'est aussi la question des recherches en biologie, et notamment la question de la biologie raciale, puis de l'eugénisme, qui anime les travaux préparatoires de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'ailleurs, l'UNESCO, très vite, se saisit de la question de la biologie raciale, raciste, publiant différentes déclarations à ce sujet dans les années 50. L'UNESCO, qui d'ailleurs poursuit ses travaux dans le domaine de la recherche biomédicale grâce à différentes déclarations et recommandations dès les années 1990, nous en reparlerons tout à l'heure. Mais malgré cet intérêt immédiat pour la jugulation, l'anticipation scientifique des recherches scientifiques dangereuses après-guerre, il n'en demeure pas moins que le droit international de la science, tel qu'il existe aujourd'hui, ne contient pas d'instrument général et universel relatif à l'anticipation scientifique. Il faut mentionner une déclaration, toutefois,
la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies de 1975 sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt de la paix et au profit de l'humanité, dans lequel l'Assemblée générale souligne bien qu'elle est consciente à la fois des énormes potentiels bienfaits, mais aussi des méfaits potentiels des recherches scientifiques. Et donc, elle répète son souci de cette question-là dans différents paragraphes de la déclaration. Vous retrouvez ce même souci au paragraphe 2. Donc, faire en sorte qu'on puisse bénéficier des bienfaits, mais empêcher les méfaits. Et vous retrouvez ce souci au paragraphe 6, cette fois comme un souci égalitaire de protection des bienfaits et des méfaits. La déclaration souligne l'importance tant de faire bénéficier l'humanité des bienfaits de la science que de la protéger contre ses conséquences négatives. Et cette double mission de l'anticipation scientifique est à nouveau soulignée par l'UNESCO dans sa recommandation de 2017, dont je vous ai déjà parlé, qui est une recommandation vraiment fondamentale concernant la science et les chercheurs scientifiques. Donc vous voyez, nous n'avons pas d'instrument général et universel sur l'anticipation scientifique, mais on a asséné de manière régulière, depuis 1948, ce souci aux Nations Unies. Alors, de nos jours, le résultat de cela, c'est que de nos jours, l'anticipation scientifique est traitée au coup par coup, de manière spécifique, à chaque type de science et dans différents régimes de droit international. Et ça a entraîné une fragmentation du contenu des régimes d'anticipation scientifique en fonction de l'objectif poursuivi par ces régimes et en fonction de leur champ d'application personnel des différents régimes. En outre, comme on le sait, dès qu'il y a fragmentation en droit international, eh bien, il y a aussi potentiellement un effet domino. Et c'est ainsi que le premier régime à avoir développé des principes d'anticipation scientifique, qui était le droit international de l'environnement, a beaucoup influencé ensuite les autres. C'est le cas notamment des mécanismes dits de gestion des risques, des mesures d'évaluation d'impact, des mesures de maximisation des bienfaits, suite à une analyse coût-avantage que l'on retrouve partout en droit international de l'environnement et qui ont ensuite été importées à la faveur de la priorité du droit international de l'environnement dans d'autres régimes spéciaux, comme le droit international biomédical. Et les deux régimes de droit international de la science avec lesquels je vous propose de mener le travail de réinterprétation du droit international de la science à la lumière du droit de l'homme à la science ce matin sont précisément ces deux régimes, le droit international de l'environnement et le droit international biomédical. Pourquoi ? Eh bien, d'une part, il s'agit de deux domaines dans lesquels la question de l'anticipation scientifique soulève des questions d'actualité importantes en raison du développement de technologies dangereuses, la géo-ingénierie et l'édition génomique, qui relèvent pour la première du droit de l'environnement et pour la deuxième du droit biomédical. D'autre part, il s'agit de deux régimes dans lesquels, dès les années 90, des modalités d'anticipation scientifique ont été mises en place explicitement par le biais de traités ou de protocoles à ces traités, modalités qui méritent, à mon avis, d'être réévaluées profondément aujourd'hui à la lumière du droit de l'homme à la science. Dans cette leçon, nous allons donc examiner comment orienter l'interprétation des obligations d'anticipation scientifique dans ces deux régimes à la lumière du droit de l'homme à la science. Si elle est retenue, j'espère qu'elle le sera, la lecture des obligations d'anticipation scientifique à la lumière du droit de l'homme à la science que je vais vous proposer permettrait premièrement de développer un régime de droit international général de l'anticipation scientifique qui puisse éviter la fragmentation matérielle actuelle et surtout de revisiter de manière critique les solutions que cette dernière a permis de favoriser par défaut. Après tout, le droit international des droits de l'homme n'est pas un régime de droit international comme un autre, contrairement à ce que certains aimeraient nous dire. Ce régime doit se voir reconnaître une priorité interprétative pour des raisons de contenu et pour des raisons de degré de normativité sur les autres régimes de droit international. D'ailleurs, le comité sur les droits économiques, sociaux et culturels
dans son observation générale numéro 25, qui n'est pourtant pas très bonne sur la question de l'anticipation scientifique, on le verra, nous a au moins dit ceci, vous le voyez ici à l'écran, que le cadre de l'anticipation scientifique devra absolument, à l'avenir, être un cadre de droits de l'homme, et j'abonde évidemment dans ce sens. Deuxième argument pour l'interprétation à travers le droit de l'homme à la science que je vais vous proposer, c'est que cette interprétation nous permettrait de développer un régime universel de l'anticipation scientifique, puisque le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels est aujourd'hui ratifié par 162 États parties, donc beaucoup mieux ratifié que les traités dont nous allons parler tout à l'heure. Troisièmement, fondé juridiquement et fondé sur du droit dur, le droit international des droits de l'homme, c'est du droit contraignant, eh bien, cette interprétation permettrait de compléter, mais aussi d'encadrer les nombreux cadres de droit souple, d'éthique scientifique, voire d'autorégulation par les entreprises de la tech qui se sont développées dans les régimes spéciaux que nous allons discuter. Enfin, et quatrièmement, l'interprétation des obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science serait interne à la structure normative de la science. C'est d'autant plus important que les autres régimes où l'anticipation scientifique est traitée visent en général à appliquer un certain type de science en particulier et de manière instrumentale à un objectif en particulier. Par exemple, la bioingénierie marine à des fins de protection de l'environnement, ou les thérapies géniques à des fins de protection de la santé humaine. Et donc ces régimes très spécialisés en termes de science et d'objectifs ne saisissent pas bien les bienfaits et les méfaits de la science, ou en tout cas ne les saisissent que dans le cadre de ces applications spécifiques d'une science spécifique, plutôt que dans un objectif plus large de protection de la personne humaine par une science humaniste au sens large. Alors devons-nous craindre, ou devez-vous, moi je suis convaincue, mais devez-vous craindre de la lecture humaniste que je vous propose de ces régimes d'anticipation scientifique, qu'elle les pervertisse en les faisant succomber à une forme d'anthropocentrisme? Eh bien non, bien sûr que non. Tout d'abord, et je l'ai déjà dit dans la première leçon, il faut bien distinguer l'humanisme scientifique tel qu'il anime le droit de l'homme à la science de l'anthropocentrisme qui pourrait effectivement, s'il devenait la règle, nuire aux objectifs du droit international de l'environnement. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon, il est évident pour les spécialistes des droits de l'homme dont je suis que la protection des intérêts de la personne humaine, y compris en science, implique une protection de son milieu au sens large et que la protection de l'un ne doit pas se faire sans celle de l'autre. Quant à la compatibilité d'une anticipation scientifique fondée sur le droit de l'homme à la science, telle que je vais vous la proposer, avec les objectifs du droit international biomédical, eh bien, le droit international des droits de l'homme est précisément l'antidote de l'anthropocentrisme. En effet, ce qui ne devrait pas advenir, en aucun cas, c'est la réduction des droits de l'homme à des droits de l'espèce humaine. Des droits de l'espèce humaine qui seraient fondés sur la qualité génétique de l'être humain, comme l'on peut le lire parfois en éthique biomédicale. L'intérêt du droit de l'homme à la science, c'est précisément de contrer ce contournement de l'humanisme scientifique et par là aussi de l'humanisme juridique par ce qu'on pourrait appeler un nominisme scientifique en droit international. J'y reviendrai tout à l'heure parce que vous allez voir que c'est en train d'arriver. Alors mon argument ce matin procédera, comme souvent, en trois étapes. Dans une première partie, je vous expliquerai ce que signifie l'anticipation scientifique en droit international des droits de l'homme et comment le droit de l'homme à la science nous permet non seulement d'en fonder une obligation spécifique, mais aussi de donner une orientation humaniste aux sciences émergentes. Dans une deuxième partie, je vous présenterai une critique de la science de l'anticipation en matière de géo-ingénierie, en droit international et environnement, et une proposition de réforme. Et enfin, dans une troisième partie, je vous présenterai une critique de la science de l'anticipation en matière d'édition génomique, telle qu'elle existe aujourd'hui en droit international biomédical, avec une proposition de réforme. Donc vous devriez trouver à la fois des arguments théoriques et des applications dans des régimes spécifiques et à des techniques spécifiques. Alors je commence avec mon premier point,
l'anticipation scientifique fondée sur le droit de l'homme à la science. Alors, comme d'autres régimes de droit international que j'ai mentionnés tout à l'heure, le droit international des droits de l'homme permet lui aussi de fonder des obligations d'anticipation scientifique qu'il faut commencer par vous présenter de manière générale dans une première section. Mais le droit de l'homme à la science fonde lui aussi en sus des obligations d'anticipation plus spécifiques, dont nous examinerons les caractéristiques dans une deuxième section. Enfin, dans une troisième section, je vous présenterai en quoi les obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science nous permettent de jeter un regard critique sur les modèles d'anticipation scientifique qui sont actuellement en cours, parfois sans réflexion aucune, dans les autres régimes de droit international. Alors, je commence avec mon premier point, les obligations d'anticipation scientifique en droit international des droits de l'homme en général. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est important de bien comprendre de quoi on parle, l'anticipation vise aussi bien à prévenir les potentiels méfaits d'une pratique qu'à promouvoir ses bienfaits potentiels. Donc c'est de la prévention et de la promotion. Sur le plan de l'anticipation des effets néfastes, maintenant, les obligations d'anticipation recouvrent des obligations de prévenir et de contrôler les préjudices potentiels de cette pratique, en identifiant les possibilités de tels préjudices, en les minimisant, par exemple par un encadrement réglementaire, ou en les écartant de manière temporaire, par exemple par un moratoire, ou enfin en les écartant de manière définitive, parfois, par une interdiction catégorique. Alors nous le savons, l'anticipation est devenue une valeur, voire un impératif omniprésent dans la société contemporaine. La société du risque de Beck, ou plutôt, je préfère ce terme, la société de la menace, pour citer Papot à la suite de Gilbert et de Bourg, vous avez ici un ouvrage du risque à la menace, et son complément, la société de vigilance, ont en effet conduit à ce qu'on peut appeler aujourd'hui la société de l'anticipation. Le droit lui-même, y compris le droit international, et donc il faut plaider coupable, n'est pas en reste, il a été profondément affecté par ce tournant anticipatoire. En fait, on peut même dire qu'il contribue à nourrir, à renforcer ce tournant anticipatoire, puisqu'il fonde et spécifie des principes et obligations d'anticipation, objet de cette leçon. C'est le cas notamment des principes de prévention et de précaution qui se sont développés dans les années 1990 et de la renaissance contemporaine du standard de diligence due, auquel j'ai eu le plaisir de consacrer mon premier cours ici au Collège de France. Alors avant d'examiner comment ces deux principes anticipatoires, prévention et précaution, et le standard de diligence due, ont fait leur chemin en droit international des droits de l'homme en général, j'aimerais commencer par rappeler quelques éléments sur ces principes, simplement pour que nous soyons tous au clair sur ce qu'ils recouvrent. Mais ce n'est pas parce que je dis que je vais vous les présenter de manière générale qu'il faut accepter que ces principes sont, tels qu'ils sont compris aujourd'hui, forcément constitutifs de droit international général. S'ils sont aujourd'hui parfois considérés comme relevant du droit international général, il faut préciser que ces principes ont d'abord et surtout été spécifiés en droit international de l'environnement. Ils ont ensuite été transposés, à la grâce probablement de leur plus grande précision et du principe de la priorité temporelle, dans d'autres régimes de droit international. Et c'est important d'insister là-dessus, je le fais pour la deuxième fois dans cette leçon, parce que le contenu de ces obligations d'anticipation développées pour le droit international de l'environnement n'est pas forcément transposable à l'identique dans tous les régimes. Le bien juridique protégé par chaque régime peut en effet amener des différences fondamentales dans le contenu des obligations d'anticipation des menaces qui pèsent sur ces biens. Et nous verrons d'ailleurs que c'est une question à laquelle il faut être attentif en droit de l'homme. Alors,
Ensemble, ces deux principes, précaution et prévention, avec le standard de diligence due, constituent ce qu'on peut appeler le triptyque de l'anticipation en droit international contemporain. L'anticipation peut en effet être conçue, bien que de manière non exhaustive, comme une préoccupation tridimensionnelle composée de 3 panneaux que vous devez visualiser, la précaution à gauche, la prévention à droite, le long d'un continuum de l'anticipation, et la diligence due au milieu qui rayonne sur l'entier du continuum. Alors, dans sa formulation majoritaire aujourd'hui, le principe de précaution, vous avez ici dans sa formulation de la déclaration de Rio de 92, le premier principe, ce principe de précaution et l'obligation correspondante, je pars de l'idée qu'il y a une obligation, exige l'adoption de mesures d'évitement ou au moins d'atténuation et de réduction des risques, de préjudices graves et irréversibles, et ce même lorsqu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, la survenance de ces préjudices n'est que probable et reste donc incertaine. La relation entre le principe de précaution et le deuxième principe, qui est le principe de prévention, et l'obligation correspondante de prévention, est progressive. Elle évolue le long de ce continuum avec le degré de connaissance scientifique. Ainsi, lorsque le risque de préjudice passe d'incertain à certain sur le plan scientifique, eh bien, le principe de précaution devient un principe de prévention, et c'est alors que va naître une obligation de prévention des préjudices potentiels en question. Les obligations de précaution et de prévention, telles que je viens de les décrire, aussi respectueusement que possible de l'état du droit international de l'environnement, sont des obligations de comportement par opposition à des obligations de résultat. On n'attend pas des titulaires de ces obligations qu'ils garantissent l'absence de préjudice, mais seulement qu'ils fassent de leur mieux pour éviter le préjudice, ou du moins pour atténuer et réduire le risque de préjudice dans les circonstances concrètes. L'évaluation de ce qui constituera les meilleurs efforts du débiteur d'obligations de précaution ou de prévention dans chaque cas devient alors absolument essentielle, puisque c'est une obligation de comportement et non pas de résultat. C'est à ce stade que va entrer en scène le troisième standard, le volet central du triptyque de l'anticipation, à savoir le standard de la diligence due ou raisonnable. En tant que standard de comportement, la diligence due va se greffer sur les obligations de précaution et de prévention et va les qualifier. Elle va exiger une attention, une diligence raisonnable en matière de précaution et de prévention. En d'autres termes, ces obligations de précaution ou de prévention ne seront violées qu'en cas de négligence déraisonnable ou indue. Alors concrètement, que requiert ce standard de diligence due ? Eh bien, lui-même ne trouve à s'appliquer que si 2 conditions sont remplies. Premièrement, la prévisibilité du préjudice, qui implique que le débiteur de l'obligation connaissait ou devait connaître la menace de préjudice, et la capacité de le prévenir ou de s'en protéger, qui implique que le débiteur de l'obligation avait la capacité de faire quelque chose. Ces 2 conditions, prévisibilité et capacité, sont souvent qualifiées de raisonnables dans la mesure où elles ne correspondent qu'à ce qu'une personne raisonnable, en l'occurrence l'état raisonnable, c'est l'état bien organisé, pouvait prévoir et était en mesure de faire. En outre, et ceci est constitutif d'un seuil supérieur de diligence requise à chaque fois, les 2 conditions que je viens de mentionner doivent être adaptées aux circonstances spécifiques du débiteur de l'obligation et notamment à ses capacités techniques et économiques. Les obligations d'anticipation diligente sont donc variables et doivent être contextualisées dans chaque cas. Alors ce petit rappel, très descriptif, j'en conviens, de ce qu'il faut entendre par précaution, prévention et diligence due en droit international de l'environnement et par extension en droit international général aujourd'hui, a fait son chemin, comme dans d'autres régimes, en droit international des droits de l'homme. Et aujourd'hui, le droit international des droits de l'homme développe encore des obligations d'anticipation au titre de ces obligations positives de prévention, de protection et de réparation que fonde chaque droit de l'homme. Si c'est surtout l'obligation
positive de prévention est le standard de diligence due que l'on va retrouver dans la pratique des droits de l'homme, le principe de précaution n'est désormais pas en reste, à la faveur notamment du contentieux climatique. Mais ce que l'on va observer, c'est une reprise des catégories de l'anticipation, précaution, prévention, diligence, telles que je vous les ai définies, du droit international de l'environnement, sans véritable remise en cause et sans adaptation aucune au contexte des droits de l'homme, et j'y reviendrai plus tard dans ma critique. C'est ainsi que récemment, le droit international des droits de l'homme a aussi permis de fonder des obligations d'anticipation scientifique en lien au développement des sciences dites dangereuses, que je vous ai présentées en introduction. Dans ces cas, l'anticipation des effets potentiellement néfastes de l'un ou l'autre type de recherche scientifique va se faire au nom de la protection des droits de l'homme, par exemple au nom du droit à la vie, au nom du droit à la santé ou au nom du droit à un environnement sain. Vous avez ici un exemple, par exemple, dans l'observation générale numéro 17, où on voit comment la protection des droits de l'homme va fonder des obligations d'anticipation scientifique. Mais les mesures de restriction de la liberté de recherche scientifique, dans ces cas-là, sont fondées sur des obligations issues des obligations d'anticipation issues de ces différents droits de l'homme. Elles ne sont pas issues du droit de l'homme à la science. Vous voyez qu'on ne mentionne pas le droit de l'homme à la science dans cet extrait. En tant que restriction du droit de l'homme à la science, ces obligations d'anticipation doivent toutefois être justifiées. Et cela va pouvoir se faire au titre d'un conflit de droits de l'homme externe au droit de l'homme à la science. Ce conflit devra alors être résolu selon les modalités de résolution de conflit que je vous ai présentées dans la 3e leçon, notamment par référence à l'égalité des droits de l'homme et selon une procédure démocratique. Donc tout cela, finalement, était assez prévisible. Les obligations d'anticipation se sont développées en droit de l'environnement, elles sont devenues généralisées et elles sont aujourd'hui entrées à l'intérieur du droit international des droits de l'homme où on les reprend quasiment à l'identique en développant ces obligations d'anticipation scientifique sur la base des obligations positives de droits de l'homme. Ce qui va m'intéresser, c'est quelque chose d'autre. Ce sont les obligations d'anticipation scientifique qui ne sont pas fondées sur d'autres droits de l'homme, mais qui sont fondées sur le droit de l'homme à la science lui-même. J'aimerais maintenant passer à ce 2e point pour vous présenter la spécificité de ces obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science. Je le ferai en 2 temps. D'abord en vous présentant la principale caractéristique, à mon avis, celle qui fait la force de ces obligations-là. Et deuxièmement, je vous présenterai 3 caractéristiques supplémentaires qui vont permettre, je l'espère, de vous convaincre et d'étayer mon argument. Alors, je commence avec le premier point, la caractéristique principale des obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science. Les obligations d'anticipation scientifique que permet de fonder le droit de l'homme à la science sont très différentes des obligations d'anticipation qui découlent d'autres droits de l'homme que nous avons vus jusqu'ici, comme le droit à la vie ou le droit à la vie privée. Dans ces derniers cas, les obligations d'anticipation étaient fondées directement dans ces autres droits de l'homme et visaient à protéger ces droits de l'homme en restreignant la pratique scientifique. À ce titre, ces obligations pouvaient bien entendu amener à des restrictions des 2 premiers types de droits issus du droit de l'homme à la science, comme la liberté de la recherche ou le droit d'accéder aux bienfaits de la science. Mais ces restrictions aux droits de l'homme à la science ne sont toutefois pas justifiées pour protéger la science, mais pour protéger d'autres biens ou d'autres intérêts comme la vie, la santé ou encore l'égalité fondamentale de statut. Tout ceci est très bien, mais je pense qu'il est possible, en plus, de façon supplémentaire, de fonder des obligations d'anticipation scientifique directement dans le droit de l'homme à la science, et notamment dans son 3e volet, le droit d'être protégé contre les effets néfastes de la science.
Donc vous vous rappelez effectivement que le droit de l'homme à la science avait 3 volets, que nous avons vus notamment dans la 3e leçon. Accéder et participer à la pratique scientifique, participer et accéder aux bienfaits de la science, et être protégé contre les effets néfastes de la science. Et donc il s'agit ici de fonder des obligations d'anticipation scientifique dans ce 3e volet. Ces obligations d'anticipation scientifique ne constituent pas des restrictions externes aux droits de l'homme à la science, contrairement à celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Ici, il s'agit de limites internes qui découlent du droit et qui peuvent être construites comme des obligations corrélatives aux droits de l'homme à la science. Leur objet, la protection contre les effets néfastes de la science, est l'un des objets du droit de l'homme à la science, et à ce titre, ces obligations d'anticipation scientifique constituent l'un des 3 groupes d'obligations principales correspondant aux droits de l'homme à la science. Leur principale spécificité, dès lors, c'est qu'elles ne servent pas à protéger d'autres droits de l'homme, mais qu'elles sont inhérentes à la protection du droit de l'homme à la science lui-même, et donc de la science contre elle-même. En effet, les bienfaits et méfaits potentiels à anticiper ne portent pas sur un autre intérêt, tel que la vie ou la santé, bien que cela puisse évidemment aussi être le cas, mais sur le bien de la science elle-même, et donc sur l'un des intérêts protégés par le droit de l'homme à la science. Cela permet de recentrer le débat de l'anticipation scientifique sur la science et sur ce que devrait être la bonne science pour mériter sa protection depuis 1948 en tant que droit international de l'homme, y compris contre elle-même lorsque c'est nécessaire. Concrètement, les obligations d'anticipation scientifique fondées sur le 3e volet du droit de l'homme à la science recouvrent tant des obligations de respecter, de protéger, que de réaliser. Et donc vous avez ici, par exemple, dans la Déclaration de Venise, différentes modalités du contenu de ces obligations d'anticipation scientifique fondées sur le 3e volet du droit de l'homme à la science. Il s'agit d'obligations négatives et positives. Il peut s'agir d'obligations matérielles, mais aussi d'obligations procédurales, y compris des obligations d'adopter du droit de la science, et ce, tant sur le plan national qu'international. Alors, j'ai déjà parlé du contenu des obligations relatives aux droits de l'homme à la science dans la 3e leçon, donc je vous y renvoie pour le détail, mais vous voyez qu'on va pouvoir utiliser tout ce qu'on a vu pour spécifier des obligations négatives et positives, procédurales et matérielles, d'anticiper directement à l'intérieur du 3e volet du droit de l'homme à la science. En fondant les obligations d'anticipation scientifique dans le droit de l'homme à la science directement, la question devient une question de protection et de limitation interne à la science, y compris de protection des intérêts scientifiques eux-mêmes. Il ne s'agit plus, comme dans l'exemple que je vous donnais en introduction, d'opposer la liberté de recherche scientifique des chercheurs, d'une part, aux droits de l'homme des autres, d'autre part, qu'il faudrait protéger contre cette liberté de recherche. Tous ces intérêts, liberté de recherche, accès aux bienfaits de la science et protection contre les effets néfastes de la science, qu'il s'agisse de liberté de recherche, d'accès ou de protection, sont protégés au même titre par le même droit, le droit de l'homme à la science. Alors bien sûr, le fait que les obligations d'anticipation scientifique puissent être fondées sur le droit de l'homme à la science peut conduire à des conflits de droit internes au droit de l'homme à la science. Vous me direz, ok, c'est très séduisant, c'est très convaincant, mais finalement, n'êtes-vous pas simplement en train de déplacer le lieu du conflit à l'intérieur du droit de l'homme à la science? Oui, c'est vrai, mais l'intérêt de déplacer le conflit entre la liberté de recherche, par exemple, et la protection contre les effets néfastes à l'intérieur du droit de l'homme à la science, et d'en faire un conflit interne au droit de l'homme à la science, c'est que la résolution de ces conflits de droit devra se faire en tant que tel. Il ne s'agira pas d'un conflit entre deux droits différents, mais d'un conflit intérieur au même droit, et donc d'un conflit qui doit être résolu à des conditions très strictes de restriction sur lesquelles je me suis déjà exprimée dans la 3e leçon, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, de manière très intéressante, la dimension anticipatoire des obligations corrélatives à la 3e dimension du droit de l'homme à la science lui donne aussi une dimension intergénérationnelle.
En effet, avec l'émergence des sciences dangereuses, s'est posée la question du droit de l'homme à la science des générations futures, ou plus correctement dit, des personnes à venir. Et ce non pas en tant que droit de participer à la pratique scientifique et à ses bienfaits, mais dans la troisième dimension du droit de l'homme à la science, en tant que droit d'être protégé contre ces effets néfastes à venir. Alors, je vous l'ai déjà dit, la question de l'existence des droits des personnes à venir est notoirement difficile en droit international des droits de l'homme. Malgré les grandes déclarations récentes de certains de mes collègues, dont ceux qui ont rédigé les principes de Maastricht sur la question en 2023, je pense que les conditions normatives de la reconnaissance de ces droits manquent. Puisque les personnes humaines à venir n'existent pas encore, en effet, elles n'ont pas encore la capacité d'avoir des droits aujourd'hui. Mais cela dit, il faut souligner que les personnes à venir ont des droits à venir un jour, et donc déjà des intérêts ici et maintenant, qui doivent être protégés pour que ces droits puissent advenir un jour. Il est possible dès lors de fonder des obligations imparfaites relatives à ces intérêts, même en l'absence, aujourd'hui et maintenant, de droits corrélatifs des personnes à venir. Il s'agit d'obligations imparfaites de ne pas porter atteinte à l'effectivité des droits à venir de ces personnes, et en l'occurrence d'encadrer, de limiter ou d'interdire les recherches scientifiques qui pourraient leur nuire. Vous allez voir que ce sera tout à fait important dans la troisième partie de la leçon. Alors, la première caractéristique des obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science désormais clarifiée, une caractéristique de ces obligations d'anticipation, c'est d'être interne au droit de l'homme à la science, et donc d'être fondée directement en lui. Il y a aussi trois autres caractéristiques qui pourraient vous intéresser et peut-être vous convaincre. La première, c'est le fait que le droit de l'homme à la science est un droit dualiste. Comme je l'ai expliqué dans la deuxième leçon, je vous le rappelle ici ce matin, le consensus universel d'après-guerre autour de la garantie d'un droit de l'homme à la science aura été le fruit de deux réalisations. D'une part, la conscience du hiatus potentiel entre progrès scientifique et progrès moral et social, à l'instar du développement de l'arme nucléaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Et d'autre part, la conscience des effets néfastes potentiels de la science, y compris par son instrumentalisation juridique, à l'instar des lois biologiques nazies et du racisme scientifique institutionnalisé. En 1948, cette protection fondamentale du bien public science par le droit international des droits de l'homme reflétait donc une double reconnaissance. D'une part, la reconnaissance qu'il convenait de protéger l'intérêt fondamental, égal et universel de la personne humaine à participer à la science et à ses bienfaits, et d'autre part, la reconnaissance que cette personne humaine devait aussi pouvoir être protégée contre les effets néfastes de la science lorsque cette dernière met en danger l'égalité fondamentale entre personnes humaines. C'est ce que j'ai appelé la dimension duale du droit de l'homme à la science. Il protège deux intérêts complémentaires, la promotion des effets positifs ou des bienfaits de la science et la protection contre ses effets négatifs ou ses méfaits. Et ça a été très bien capturé, je pense, dans la déclaration, dans ces directives du comité aux États de 2009, où on voit très bien qu'on demande toujours aux États de dire ce qu'ils ont fait pour la promotion des bienfaits et ce qu'ils ont fait pour la prévention des effets négatifs ou des méfaits. Il s'ensuit de cette dimension duale du droit de l'homme à la science que les obligations d'anticipation scientifique fondées dans le droit de l'homme à la science, celles qu'il faut spécifier ce matin, sont à la fois des obligations d'identification et de promotion des bienfaits et des obligations de prévention et de protection contre les effets néfastes de la science. Et ça donne aux obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science quelque chose de totalement spécifique par rapport aux autres obligations d'anticipation scientifique, à la différence de l'anticipation des effets néfastes de la science qui serait fondée dans d'autres droits de l'homme comme le droit à la vie ou à l'égalité. L'anticipation fondée sur le droit de l'homme à la science n'est pas seulement négative, orientée vers les préjudices potentiels, elle est à la fois positive et négative. Elle doit tout le temps chercher le bienfait potentiel et le méfait potentiel.
Cette spécificité dualiste de l'anticipation scientifique fondée dans le droit de l'homme à la science correspond d'ailleurs parfaitement à l'anticipation scientifique appliquée aux sciences dangereuses, telles que je vous les ai définies en introduction, dans la mesure où ces sciences, je vous l'ai dit, présentent potentiellement autant de bienfaits que de méfaits potentiels. Intelligence artificielle, édition génomique et géo-ingénierie sont les parfaits exemples de l'adéquation de ce type d'anticipation positive et négative. Bien sûr, et je vous l'ai dit, cela peut évidemment conduire à des conflits de droits et d'obligations internes aux droits de l'homme à la science. Imaginons par exemple un conflit entre la liberté de recherche scientifique d'une professeure qui travaille sur CRISPR et le droit d'autrui d'être protégé contre une utilisation eugénique de cette technologie. Ou pensez au conflit entre le droit d'un patient à pouvoir accéder à une nouvelle thérapie génique et le droit d'autrui d'être protégé contre un accès inégalitaire car trop coûteux à cette même thérapie. Ces conflits internes aux droits de l'homme à la science, ce ne sont que des exemples, mais il y en a beaucoup, devront être résolus selon les modalités discutées dans la troisième leçon, notamment par référence à l'égalité des droits de l'homme et à la démocratie. Dans tous les cas, les conditions de justification des restrictions aux droits de l'homme à la science en cas de conflit interne sont beaucoup plus strictes qu'en cas de restriction du droit de l'homme à la science fondée sur un autre droit de l'homme. Et je pense ici notamment au noyau intangible du droit de l'homme à la science, ce noyau absolu qui ne peut pas être restreint car il protège l'égalité fondamentale de statut des titulaires du droit. Comme je l'ai expliqué dans la troisième leçon, le fait que le droit de l'homme à la science soit construit comme une limite hétéronome, quelque part paternaliste, à l'autonomie de la science, limite le rôle qui revient habituellement au consentement comme limite antipaternaliste aux droits de l'homme. D'ailleurs, l'article 5.1 du pacte interdit l'invocation d'un droit de l'homme pour justifier sa propre destruction. Et c'est bien de cela qu'il s'agirait ici, éviter de permettre aux participants à la pratique scientifique de renoncer par consentement à ce qui fait le cœur de l'humanisme scientifique et à sa protection en tant que droit de l'homme. Cet argument vaut aussi, par extension, face à une décision démocratique d'autorisation de certaines recherches scientifiques dangereuses. Le fait que le consentement soit collectif dans ces cas-là n'y change rien, et le noyau intangible du droit de l'homme à la science doit pouvoir être invoqué dans ces cas aussi. Une deuxième caractéristique intéressante des obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science concerne la dimension participative du droit. Parce que le droit de l'homme à la science protège un bien participatif, comme je l'ai expliqué dans la deuxième leçon, toutes les obligations qu'il fonde doivent avoir une dimension participative. Et cela vaut aussi dans son troisième volet, celui de protection contre les effets néfastes de la science. L'anticipation scientifique des bienfaits et des méfaits de la science ne peut donc pas revenir uniquement aux experts scientifiques. Au contraire, les États et les autres institutions publiques débitrices du droit de l'homme à la science doivent assurer la participation de chacun à l'évaluation des bienfaits et méfaits de la science et aux procédures d'adoption des mesures pour les promouvoir ou les prévenir. Donc ça, c'est tout à fait clair pour le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels. Dans son observation générale numéro 25, vous voyez que la participation à toutes les procédures d'anticipation scientifique doit être ouverte au public très largement. Concrètement, la dimension participative du droit de l'homme à la science implique l'organisation d'une participation égale du public afin d'anticiper ensemble et de manière démocratique les effets de la science. Alors, à titre d'exemple, on peut citer les jurys citoyens sur l'édition du génome qui ont été organisés au Royaume-Uni ou en Australie, et puis plus près d'ici, chez votre voisin, chez les Suisses, où les référendums populaires ou les initiatives populaires concernant diverses interdictions ou moratoires sur la recherche sont réguliers et où nous débattons régulièrement de ces questions scientifiques dans un cadre démocratique. La dimension participative du droit de l'homme à la science exige également de garantir une information et une transparence suffisantes sur toutes les questions scientifiques.
Enfin, une troisième caractéristique spécifique aux obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science tient à leur dimension communautaire. Je vous avais expliqué dans la deuxième leçon que le droit de l'homme à la science ne protège pas seulement un bien public participatif, mais aussi un bien commun. Participer à la science et à ses bienfaits n'est pas seulement dans l'intérêt de tous les membres de la communauté scientifique, mais aussi une responsabilité de chacun des membres de cette communauté. C'est le sens de commun pour communis, à la charge de tous, à la responsabilité de tous. Et c'est d'ailleurs en ce sens qu'il faut comprendre les différentes responsabilités scientifiques qui sont constitutives de l'éthos scientifique, nous le savons. C'est pour ça que nous pouvons parler d'intégrité scientifique en éthique scientifique. Alors la dimension communautaire du droit de l'homme à la science a deux implications pour les responsabilités d'anticipation scientifique qu'il fonde. Sur le plan national, tout d'abord, elle implique, je pense, que la responsabilité de l'anticipation ne devrait pas seulement incomber aux institutions publiques, comme les États, de ces obligations d'anticipation scientifique stricto sensu, mais aussi à tous les membres des communautés scientifiques actives au sein de la pratique scientifique en question. La dimension communautaire du droit de l'homme à la science exclut donc que la responsabilité pour l'anticipation scientifique ne revienne qu'aux autorités publiques. Mais elle interdit toutefois aussi d'abandonner cette responsabilité aux seuls scientifiques, par exemple au nom de l'expertise et de la complexité scientifique des risques en jeu. Il s'ensuit dès lors que le cadre juridique et institutionnel de l'anticipation scientifique devrait être clairement public, à mon avis, en premier lieu, mais aussi encourager, articuler, organiser une autoréglementation scientifique plus poussée autour des questions d'anticipation scientifique. La coordination entre ces deux niveaux d'anticipation scientifique et de responsabilité pour l'anticipation scientifique est absolument essentielle. Elle implique que différentes interfaces entre réglementation juridique, des risques et des bienfaits et des méfaits potentiels, et autoréglementation scientifique soient mises en place. De part et d'autre, de manière à confronter les points de vue et coordonner les mesures prises au titre de l'anticipation scientifique. J'y reviendrai la semaine prochaine. Maintenant, sur le plan international, qu'implique la dimension communautaire de l'anticipation scientifique fondée sur le droit de l'homme à la science? Elle implique que le poids de la responsabilité de l'anticipation scientifique ne devrait pas reposer uniquement sur les États et les autres responsables pour le droit de l'homme à la science individuellement. Il s'agit bien plutôt, je l'ai expliqué, d'une responsabilité collective à respecter conjointement et de manière coordonnée entre tous les responsables, publics et privés pour le droit de l'homme à la science à travers le monde. Cela implique, et j'en ai fait l'argument longuement dans la deuxième et la troisième leçon, une obligation de coopération internationale en la matière. Vous vous souvenez de l'article 15, paragraphe 4 du pacte et de l'obligation de coopération scientifique qui est fondée sur ce paragraphe 4. Cette obligation de coopération internationale en matière d'anticipation scientifique n'est pas que le propre des responsabilités d'anticipation scientifique, mais aussi plus généralement des obligations d'anticipation scientifique des États. Elle complète, à des fins de mise en œuvre, les trois volets, les trois dimensions du droit de l'homme à la science. Et il en va ainsi aussi pour le troisième volet. Le droit d'être protégé contre les effets néfastes de la science va entraîner des obligations de coopération à des fins d'anticipation scientifique. C'est notamment parce que les recherches scientifiques et technologiques émergentes qui font peser les risques les plus lourds sur l'humanité sont aujourd'hui mondialisées que la coopération scientifique internationale devient nécessaire au respect de l'obligation de protection contre les effets néfastes de la science et notamment au respect des obligations d'anticipation scientifique irrelative. Et le comité le saisit très bien, puisqu'il insiste à maintes reprises sur cette obligation de coopération scientifique, coopération internationale à des fins d'anticipation scientifique. Mais vous aurez saisi en m'écoutant que cette obligation de coopération scientifique dépasse largement la simple responsabilité d'aide au développement ou d'assistance technique bilatérale,
tel qu'on l'a longtemps cru. Elle a une véritable dimension de coordination multilatérale et requiert la mise en place d'institutions internationales d'anticipation scientifique. J'y reviendrai dans ma dernière leçon, puisque son objet sera la mise en place d'institutions internationales des sciences. Alors j'en viens maintenant à mon troisième point, qui est l'utilisation des obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science, de l'approche de l'anticipation scientifique fondée sur le droit de l'homme à la science, pour critiquer les modèles dominants de l'anticipation scientifique qui sont aujourd'hui présents en droit international. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit international des droits de l'homme n'est pas un régime de droit international comme un autre. Il doit se voir reconnaître une priorité interprétative lorsqu'il s'applique en parallèle à d'autres régimes de droit international, et ce pour des raisons de contenu et de degré de normativité. Et donc quand les obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science vont s'appliquer en parallèle à des obligations d'anticipation scientifique fondées en droit de l'environnement ou en droit biomédical, eh bien ce sont les obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science qui devront constituer le cadre fondamental de l'anticipation. Dans la mesure où le droit international des droits de l'homme repose sur un raisonnement anti-instrumental, il permet de fonder une critique des deux dimensions problématiques du régime de l'anticipation scientifique en place dans d'autres domaines du droit international. Il permet de critiquer l'utilitarisme de l'analyse des risques et la technoscience de l'anticipation. Alors, première ressource critique de l'approche de l'anticipation scientifique fondée sur le droit de l'homme à la science, telle que je vous l'ai offerte ce matin. Première ressource critique, la critique de l'utilitarisme inhérent à l'analyse de risque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'approche utilitariste d'analyse de risque et de maximisation des bienfaits est centrale au modèle dominant de l'anticipation scientifique en droit international contemporain. Ces modèles, où que l'on regarde, sont toujours fondés sur une évaluation et une gestion des risques, et donc sur un calcul de probabilité. Et c'est sur la base de cette balance bénéfice-risque que ces régimes nous demandent ensuite de maximiser les bienfaits et de minimiser les risques de préjudice. Ce type de raisonnement, pour autant qu'il soit défendable, est étranger au raisonnement anti-instrumental du droit international des droits de l'homme. Développer les obligations d'anticipation scientifique au sein du droit de l'homme à la science permettrait donc de contrer un processus général de quantification et de procéduralisation de l'anticipation scientifique et de lutter contre une approche instrumentale coût-avantage qui l'accompagne généralement. Il y a en effet deux critiques que l'on peut faire du point de vue des droits de l'homme de cette approche. Premièrement, au lieu de considérer les intérêts et droits de l'homme comme des fins en soi, l'approche utilitariste les traite comme des moyens que l'on pourrait quantifier, mettre en balance avec d'autres et ensuite maximiser. Elle contredit donc fondamentalement la justification première des droits de l'homme, dont celle du droit de l'homme à la science, en tant que protection contre l'intérêt de la majorité. Deuxièmement, ce type d'approche utilitariste de l'anticipation scientifique renforce l'approche instrumentale qui est déjà prédominante en science. Alors que l'objet du droit de l'homme à la science, c'est précisément de chercher à protéger la science contre elle-même sur ce point et contre son instrumentalisation au profit de l'utilité publique ou privée. Si l'on suit la critique proposée, l'une des contributions de l'anticipation scientifique fondée sur le droit de l'homme à la science serait de permettre le développement d'une nouvelle interprétation, par exemple, il y en a d'autres, mais par exemple, du principe de précaution. Le principe de précaution réinterprété à la lumière du droit de l'homme à la science reposerait sur le danger ou la menace potentielle et une évaluation par les juristes de la prudence diligente requise, et non plus sur le risque et son analyse par des experts scientifiques. Vous vous rappelez que dans la définition du principe de précaution de Rio, la certitude scientifique était le critère clé, alors qu'on pourrait proposer quelque chose de différent. Si vous suivez cette proposition, le principe de précaution ne serait plus réduit à l'antichambre douteuse du principe de prévention, une antichambre remplie de peurs déraisonnables et d'émotions, à l'opposé des certitudes raisonnables et du consensus scientifique du principe de prévention.
Malheureusement pour nous, c'est l'approche instrumentale majoritaire de l'anticipation scientifique qui a été choisie, probablement par paresse, par le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, dans son observation générale numéro 25. Regardez, par exemple, lorsqu'il parle de l'évaluation, de l'anticipation des bienfaits et des méfaits, comment il recourt tout de suite au langage des risques. Regardez aussi comment il parle de précaution. Vous reconnaissez ici la lecture que je vous ai présentée tout à l'heure. Et c'est encore plus clair ici, quand il reprend la définition du principe de précaution qui a été développée par l'UNESCO, sans réaliser que la définition de la précaution développée par l'UNESCO a été développée dans un contexte qui n'était pas un contexte de droits de l'homme. Et donc, il n'y a aucun effort qui est fait dans cette section pour essayer d'adapter un tout petit peu, la compréhension qui est faite du principe de précaution au raisonnement non instrumental, voire même anti-instrumental des droits de l'homme. Et pourtant, la déclaration de Venise, en 2009 déjà, faisait beaucoup mieux lorsqu'elle expliquait comment comprendre le principe de précaution. Ça n'est pas parfait, ça reste encore assez influencé par la définition de Rio, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que le comité nous a rendu en 2020. Alors, deuxième ressource critique de l'interprétation fondée sur le droit de l'homme à la science de l'anticipation scientifique, et là on approche du titre de la leçon, la critique de la technoscience de l'anticipation. Comme je l'ai mentionné précédemment, la conception dominante des obligations de précaution et de prévention repose sur le critère de la certitude scientifique, des préjudices potentiels à anticiper. Elle s'en remet donc entièrement à l'état actuel des connaissances scientifiques. Il en va de même pour le standard de diligence due, dont le critère du raisonnable est désormais remplacé par le respect de procédures, comme la procédure d'évaluation d'impact, ou de critères chiffrés prévus dans des normes techniques, comme je l'ai expliqué dans mon cours de 2021-22. Alors il est évidemment facile de comprendre l'attrait de cette technicisation des obligations d'anticipation scientifique. Elle permet de formaliser ce qui serait matériel, elle permet de procéduraliser ces évaluations normatives qui seraient sinon très complexes et très contestées sur le plan international. Mais le problème, c'est qu'ainsi, elle prétend objectiver la prévention et la diligence. Elle prétend universaliser par la science ce qui autrement semblerait subjectif et relatif. Ce que ce type de technoscience de l'anticipation scientifique court-circuite, c'est précisément la valeur du raisonnement juridique et de la délibération juridique dans des circonstances de désaccord raisonnable persistants sur ce qu'il est diligent de prévenir ou de promouvoir. Ce que cette approche ignore aussi, c'est la valeur de la contextualisation de l'universel lors de l'interprétation de notions normatives indéterminées du droit international public, telles que le raisonnable, la diligence ou l'égalité, dans des contextes très différents. Mais indépendamment de ce que cela fait au droit, ce qui devrait importer pour nous aussi, c'est ce que cela fait à la science. Du point de vue scientifique, cette approche, cette technoscience de l'anticipation, suppose la neutralité de la science en termes de valeur, ce qui est peu pertinent dans des circonstances de désaccord scientifique, comme c'est le cas des sciences post-normales, dangereuses, discutées dans cette leçon. Sans parler bien sûr de la diversité scientifique, dont il n'est plus du tout question dans ce cadre dominé par une seule science, la science unique, moderne. Enfin et surtout, une approche de l'anticipation scientifique fondée sur la probabilité, voire la certitude scientifique, est clairement circulaire. Elle fonde l'évaluation des effets potentiels de la science sur une évaluation par la science elle-même. Transformer ainsi l'anticipation scientifique en science de l'anticipation nous ramène directement à la critique de l'auto-validation par les scientifiques qui a été présentée par Robert Merton il y a plus de 80 ans. Vous vous rappelez ? Ce sont les extraits avec lesquels j'ai commencé mon cours cette année. Robert Merton nous avertissait sur le risque d'auto-validation par les scientifiques, une fois qu'ils sont repoussés dans leur retranchement
par une instrumentalisation publique ou privée de la science. Il semblerait en effet que repoussée dans ses retranchements par l'instrumentalisation contemporaine de la science, ou du moins une certaine forme de science dominante, se soit désormais mise en situation de pouvoir déterminer sa propre valeur et ses propres fins et limites. Mais ce qui est nouveau cette fois-ci, nouveau par rapport aux années 40, et qui devrait nous inquiéter d'autant plus, c'est que la science est désormais en mesure d'utiliser le droit et les obligations d'anticipation scientifique du droit international pour ce faire. Pire, elle pourrait même se prévaloir du droit international et des droits de l'homme lui-même pour se poser en technosciences de l'anticipation scientifique. Si les obligations d'anticipation scientifique fondées sur le droit de l'homme à la science venaient à faire dépendre l'anticipation scientifique de la science de l'anticipation, sans critique et sans adaptation aucune, eh bien, j'ai crainte que le principe même du droit de l'homme à la science, qui est en cours de réanimation, soit lui-même renversé. Poursuivre dans cette voie risquerait de saper la garantie juridique et hétéronome de la science par le droit international et les droits de l'homme. La science serait en passe de devenir elle-même la juge de la bonne science, au sens du droit de l'homme à la science. Alors, de tous les juristes internationaux, ce sont les juristes spécialisés en droit de l'homme qui devraient s'opposer le plus vivement à toute complicité dans cette entreprise de scientification de l'anticipation scientifique. Et c'est ce que je fais ici devant vous ce matin. Et pourtant, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ne semble même pas être conscient de la difficulté dans son observation numéro 25, lui qui répète sans ciller combien la certitude scientifique importe pour le respect du principe de précaution. Il est temps pour moi, ce premier point étant établi, de passer à l'étude de deux régimes spécifiques de l'anticipation scientifique. Et je vais commencer avec la critique et la réforme du régime de l'anticipation des dangers de la géo-ingénierie en droit international de l'environnement. Après une présentation du régime lui-même, assez schématique, je m'excuse pour les spécialistes, mais l'idée c'est de nous donner quelques bases communes, j'expliquerai dans un deuxième temps en quoi l'interprétation des obligations d'anticipation des bienfaits et méfaits potentiels de la géogénérie fondée sur le droit de l'homme à la science permet de critiquer ce régime et peut-être, si cet argument est repris, de l'améliorer. Alors je commence avec mon premier point, le régime de l'anticipation des dangers de la géo-ingénierie en droit international de l'environnement. Qu'est-ce que la géogénérie et de quoi vais-je parler ici? On peut la définir comme la manipulation intentionnelle à grande échelle de l'environnement planétaire, par exemple solaire ou marin, pour contrer le changement climatique anthropique. Et je vais me concentrer ici sur la géo-ingénierie marine, qui recouvre toute une série de technologies, d'activités, de processus qui visent à l'élimination du dioxyde de carbone des océans par la stimulation de la productivité primaire de ces océans. Alors, la géogénérie marine pourrait permettre de lutter contre le réchauffement climatique à terme, mais elle pourrait aussi, et c'est pour cela qu'on peut la qualifier de dangereuse au sens où je l'ai définie dans mon introduction, elle présente aussi un danger grave et irréversible pour l'environnement marin et en général. À ce titre, la géogénérie marine est donc la candidate parfaite pour faire l'objet de mesures d'anticipation scientifique en droit international. Alors c'est ce qui a été fait. Alors, du point de vue des sources, tout d'abord, la géo-ingénierie en milieu marin est régie par le droit coutumier et les principes généraux relatifs à la protection de l'environnement et aux règles et principes de la partie 12 de la Convention sur le droit de la mer. Elle est couverte aussi par la Convention sur la diversité biologique de 1992 et le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques de 2000. Donc ça, c'est le cadre de base. En outre, les océans font l'objet d'un certain nombre de régimes régionaux, sectoriels, spécifiques, qui peuvent être applicables, tels que le traité sur l'Antarctique de 1959 et son protocole environnemental de 1991. Mais surtout,
le protocole de Londres de 1996 à la Convention de Londres de 1972 sur l'immersion des déchets en mer. La géoingénierie marine passe souvent par l'immersion de déchets. Alors sur le plan du contenu maintenant, le droit international applicable à la géoingénierie marine contient différents moratoires, pas toujours de nature contraignante cependant. Je m'explique. En 2010, les États parties à la Convention sur la diversité biologique ont transformé un moratoire non contraignant sur la fertilisation des océans en un moratoire plus large sur toutes les activités de géoingénierie liées au climat et susceptibles d'affecter la biodiversité. Les États parties à la Convention sur le droit de la mer leur ont emboîté le pas et ils ont fait de même en adoptant eux aussi une résolution non contraignante convenant que les activités de fertilisation des océans, autres que la recherche scientifique légitime, doivent être considérées comme contraires aux objectifs de la Convention et du protocole, et donc temporairement interdites. Enfin, en 2007, préoccupés par le fait que la fertilisation des océans pourrait entraîner des préjudices graves en milieu marin, les États parties au protocole de Londres ont convenu d'étudier la question et d'envisager sa réglementation. Ils ont alors adopté ce qu'on appelle le cadre d'évaluation des activités de fertilisation des océans, qui exige que 2 conditions soient réunies pour qu'elles puissent être autorisées. D'une part, la preuve de caractéristiques scientifiques appropriées, et d'autre part, une évaluation complète de l'impact sur l'environnement, afin de garantir que l'activité proposée constitue une recherche scientifique légitime qui ne soit pas contraire aux objectifs de la Convention de Londres et du protocole de Londres. Initialement non contraignant sur le plan juridique, ce cadre d'évaluation a été rendu obligatoire en 2013 sous la forme d'une résolution, dont vous avez ici un extrait, suite à un accident, une fertilisation des océans très controversée, non autorisée, qui avait été réalisée par une entreprise canadienne sur la côte ouest du Canada. Ce protocole, initialement non contraignant et devenu contraignant en 2013, a alors été modifié pour interdire tous les procédés de géo-ingénierie marine qui sont énumérés dans l'annexe. Ici, vous avez l'annexe 4, qui précisément énumère et mentionne la fertilisation des océans. Un permis spécial peut alors être délivré, pour autant que les 2 conditions que j'ai mentionnées tout à l'heure, celle de la légitimité scientifique de la recherche et celle de l'évaluation d'impact, soient remplies. Et donc vous pouvez regarder ensuite l'annexe 5 de la résolution, qui va vous citer toutes les conditions à remplir pour remplir ces 2 conditions, l'évaluation d'impact et la légitimation scientifique. Si vous parcourez rapidement ces conditions, je suis désolée, c'est en anglais, je n'ai pas trouvé le texte en français pour vous. Si vous parcourez ces différentes conditions, vous allez retrouver le modèle prévalent, utilitariste, d'évaluation des risques, et on le voit très bien ici, dans la section gestion des risques. Alors je passe à mon point relatif à la critique et à la réforme potentielle de ce régime d'anticipation scientifique de la géo-ingénierie marine en me fondant sur le droit de l'homme à la science. Il y a de nombreuses critiques qu'on pourrait faire, mais je vais me limiter ici à 3 critiques qui sont à mon avis assez faciles à comprendre et qui pourraient permettre assez facilement de réformer le cadre qui a été mis en place en 2013 pour le rendre compatible avec le droit de l'homme à la science. Première critique, la technoscience de l'anticipation. L'évaluation des préjudices potentiels de la géo-ingénierie marine, qui est prévue dans le cadre d'évaluation de 2013, repose, vous l'avez vu et vous m'avez entendu surtout, entièrement sur des experts scientifiques qui vont être appelés à juger de la légitimité scientifique de la recherche en cause. D'ailleurs, le standard d'évaluation est un standard de légitimité scientifique, une légitimité qui doit être évaluée en fonction d'une évaluation d'impact sur l'environnement, qui elle-même
sera établie sur la base de standards scientifiques environnementaux. À la lumière des obligations d'anticipation fondées sur le droit de l'homme à la science que je vous ai présentées ce matin, je pense qu'il serait opportun de réformer cette procédure d'anticipation scientifique en élargissant la composition des organes d'évaluation pour y inclure des représentants du public et en la rendant non seulement participative, mais suffisamment représentative. Il faudrait aussi faire en sorte que le standard d'évaluation des préjudices potentiels soit sauvé de sa circularité. Il faudrait notamment qu'il inclue l'humanisme scientifique et ce qui fait que la science peut être jugée bonne en premier lieu. Il faudrait, en somme, le rendre moins aveugle des potentiels méfaits. Deuxième critique, l'objet de l'anticipation scientifique. Vous l'avez lu, vous m'avez entendu, l'objet de l'évaluation des recherches en géogénérie mise en place par le protocole de Londres et par la résolution de 2013 porte avant tout sur la protection de l'environnement marin. C'est son objectif. Et à la lumière des obligations d'anticipation fondées sur le droit de l'homme à la science, dont je vous ai parlé ce matin, je pense qu'il serait opportun de réformer cette procédure d'anticipation scientifique en étendant son objet à la protection de la personne humaine en général, sans exclure, bien sûr, la protection du milieu marin de cette personne, comme je l'ai expliqué ce matin. Troisième critique, le critère de l'anticipation scientifique. Le critère de l'évaluation mise en place par le protocole de Londres et par la résolution 2013 et son annexe procède avant tout, comme c'est le cas en général en droit international de l'environnement, par une évaluation des risques et une analyse coût-bénéfice par étude d'impact. À la lumière de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, il serait utile de réformer cette procédure en développant par exemple une lecture du principe de précaution diligente qui nous permettrait de dépasser l'analyse de risque et de nourrir un concept de prudence raisonnable dans ce contexte-là aussi. De même, l'examen de la proportionnalité devrait être pratiqué comme un test qualitatif de nécessité démocratique et non pas comme une balance coût-bénéfice, comme on l'a vu dans les premières évaluations qui ont été rendues par le comité scientifique du protocole. Alors j'en viens à mon deuxième exemple maintenant, qui est celui de la critique et la réforme du régime de l'anticipation des dangers de l'édition génomique en droit international biomédical. Je vais procéder comme tout à l'heure. Je vais vous présenter le régime et puis ensuite je vous présenterai une critique. Alors de nouveau, il faut définir ce qu'il faut entendre ici par bioingénierie. Il s'agit de la manipulation intentionnelle de matériel biologique, en l'occurrence génomique, à des fins thérapeutiques. C'est comme ça qu'elle se définit. Je me concentrerai sur l'édition génomique humaine transmissible. Cette édition génomique humaine transmissible pourrait permettre, on le sait, à terme, de guérir certaines maladies génétiques et serait à ce titre une source de grands bienfaits, mais elle présente aussi un danger grave et irréversible pour la personne humaine, voire même pour toutes les personnes à venir. À ce titre, elle constitue un exemple ou un cas parfait des mesures d'anticipation scientifique en droit international. Alors, pour vous présenter le régime actuel d'anticipation scientifique de l'édition génomique, je vais faire comme tout à l'heure, vous présenter les sources et puis ensuite le contenu de ces sources. Alors, du point de vue des sources, ce qui caractérise la réglementation internationale de l'édition génomique aujourd'hui, c'est une grande différence entre le plan universel et le plan régional. Le plan universel n'est régi que par du droit non contraignant ou souple, tandis que le plan européen est régi par un traité, la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine de 1997, qu'on appelle aussi la Convention d'Oviedo. Le droit souple, qui est applicable sur le plan universel, est constitué d'un ensemble de résolutions et de déclarations de l'UNESCO, dont les principales sont la déclaration UNESCO de 1997 sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures, la déclaration universelle de 1997 sur le génome humain et les droits de l'homme, la déclaration UNESCO sur la science et l'utilisation du savoir scientifique de 1999 et la déclaration UNESCO sur la bioéthique et les droits de l'homme de 2005. Maintenant, quant au contenu
de ce droit, dur d'un côté sur le plan européen et souple sur le plan universel, eh bien la division entre les plans universels régionaux va se retrouver très exactement sous la forme d'une division entre une interdiction, ou du moins d'un moratoire en Europe, et une approche beaucoup plus flexible dans le reste du monde. Même si de nombreux ordres juridiques nationaux prévoient aussi un moratoire en droit national, tous ne le font pas, loin de là, entraînant désormais une course au forum juridique le plus avantageux à la recherche génomique, notamment depuis le succès des expériences chinoises de 2018. Alors, sur le plan européen, la Convention d'Oviedo interdit l'édition génomique transmissible en son article 13. Cette interdiction est applicable aux 29 de 46 États membres du Conseil de l'Europe et elle a été confirmée en 2022 par le comité en charge de l'interprétation de la Convention d'Oviedo au Conseil de l'Europe. Tant l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui interdit l'eugénisme, que le droit dérivé de l'Union européenne, notamment une directive de 2018, qui interdit l'intervention génique germinale et le clonage, confirme la position de l'interdiction du Conseil de l'Europe et la renforce au sein du droit des 27 États membres de l'Union européenne. Sur le plan universel, malheureusement, les choses sont beaucoup moins claires. Il n'existe ni interdiction définitive, ni moratoire. Seul le clonage est clairement interdit à l'article 11 de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme. En matière d'édition génomique, la flexibilité sur le plan universel semble donc être de mise, et la course en matière de recherche génomique peut se poursuivre de manière discrète, hors de l'Europe, jusqu'à ce que les techniques soient considérées comme suffisamment certaines pour être un jour autorisées en thérapie. Alors bien sûr, un certain nombre de principes sont garantis dans les déclarations et résolutions de l'UNESCO, que je viens de mentionner, et permettent d'encadrer un petit peu l'anticipation scientifique de l'édition génomique. Elle nous donne quelques arguments à utiliser. Premièrement, le génome humain est protégé à l'article 6 de la Déclaration UNESCO sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures. Vous avez cet article ici. Et à l'article 1er de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, où il est même qualifié de patrimoine commun de l'humanité. Alors, au vu de ce que nous avons discuté dans le cours dernier, je ne suis pas sûre que ce soit forcément très indiqué, mais vous avez des informations en tout cas pour juger cette affirmation. Cette protection s'étend aux générations futures, comme le confirme le paragraphe 39 de la Déclaration sur la science et l'utilisation du savoir scientifique, et l'article 16 de la Déclaration sur la bioéthique et les droits de l'homme. Deuxième groupe de principes qui sont acquis sur le plan universel, le respect des droits de l'homme et de la dignité est rappelé par l'article 10 de la Déclaration sur la science et l'utilisation du savoir et par l'article 3 de la Déclaration sur la bioéthique et les droits de l'homme, y compris dans sa priorité sur la liberté de la recherche scientifique. Les États sont en outre encouragés, par l'article 15 de la même déclaration, à légiférer pour encadrer la recherche à cette fin. Ils sont aussi encouragés, et c'est notable, à organiser un débat public et une large participation du public à ce débat, comme on le voit à l'article 18.3, en écho à l'article 28 de la Convention d'Oviedo. Troisième groupe de principes sur le plan universel. Sans exception, les différents textes exigent tous que les États aient recours à une évaluation des risques et avantages potentiels et à une maximisation des bienfaits potentiels. Donc ils ont recours à ce modèle prévalent de l'anticipation scientifique fondé sur l'analyse de risques. On le retrouve par exemple à l'article 5 de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, à l'article 4 de la Déclaration sur la bioéthique et les droits de l'homme, pour trouver cette même opposition, et surtout à l'article 20, qui clairement demande une évaluation et une gestion des risques, et même à l'article 16.3 de la Convention d'Oviedo. Alors, cela étant dit, je pense qu'il faut mentionner
deux interprétations récentes qui peuvent nous faire regarder ce cadre peut-être de manière un petit peu moins consternée. C'est d'abord, sur la base de l'article 25 de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, le comité de bioéthique de l'UNESCO est appelé régulièrement à rendre des interprétations et des rapports sur sa réflexion. Et voilà ce qu'il écrivait en 2015, et je cite, « Il réaffirme la nécessité d'une interdiction du clonage humain à des fins reproductives et recommande un moratoire sur l'ingénierie du génome de la lignée germinale de l'homme, même s'il dit tout de suite après, vous voyez tout en bas, que le débat doit demeurer ouvert. » Enfin, c'est un petit peu plus clair, en tout cas, que ce qu'on retrouve dans les déclarations et résolutions que je vous ai lues tout à l'heure. À cela s'ajoute, en 2019, une déclaration de l'OMS qui nous dit ceci, je cite, « Il serait pour l'instant irresponsable que quiconque mette en œuvre des applications cliniques de modification génétique de la lignée germinale humaine. » Donc voilà ce que je pouvais vous dire du régime, du point de vue de ses sources et du point de vue de son contenu. Vous voyez que c'est difficile d'y voir clair, mais qu'on a déjà une idée de ce qu'on pourrait améliorer. Alors, en me fondant sur les obligations d'anticipation scientifique que génère le droit de l'homme à la science que je vous ai présenté ce matin, je vais à nouveau, dans cette dernière partie de la leçon, vous présenter trois critiques du régime en place, trois critiques qui permettront, je l'espère aussi, de fournir du matériel à la réforme de la manière dont nous anticipons, pour l'instant, les bienfaits et les méfaits potentiels de l'édition génomique. Alors, première critique, la science de l'anticipation. L'évaluation des préjudices potentiels de l'édition génomique prévue par les différents textes présentés repose, vous l'avez vu, très largement sur l'évaluation autonome par les experts scientifiques. Experts scientifiques qui ne se sont pas privés de le faire, vous connaissez les conférences d'Aziz Omar, mais qui ne se privent pas non plus de s'exprimer. Par exemple, là, vous avez un scientifique qui s'exprime dans une interview en 2019 dans Science, dans lequel il annonce très clairement la couleur. On va retrouver aussi une évaluation autonome par de nombreux comités de bioéthique. Vous allez retrouver notamment un rapport de 2018 du Nuffield Council on Bioethics sur l'édition génomique et la reproduction humaine, où vous voyez un positionnement très clair, encore plus marqué que ce que j'ai présenté tout à l'heure. Alors, à la lumière des obligations d'anticipation fondées sur le droit de l'homme à la science, je pense qu'il serait opportun de réformer cette procédure d'anticipation scientifique par les scientifiques en la rendant plus représentative et plus délibérative. Il faudrait faire en sorte que le standard d'évaluation des préjudices potentiels inclut l'humanisme scientifique et ce qui fait que la science peut être jugée bonne en premier lieu. Après tout, c'est ce que nous rappelait très bien le comité de bioéthique de l'UNESCO en 2015. L'édition génomique menace l'égalité fondamentale de statut entre personnes humaines, ce qu'on peut appeler aussi la dignité, en tant qu'elle est protégée par un droit de l'homme. Et pour continuer à l'être, la science, elle aussi, doit protéger non seulement la personne humaine, mais aussi cette égalité entre personnes humaines. Deuxième critique, l'objet de l'anticipation scientifique. L'objet de l'évaluation mise en place par les différents textes présentés porte, nous l'avons vu, avant tout sur la protection de la santé humaine. Elle donne même une priorité dans la mise en balance à la promotion des bienfaits des thérapies géniques. Concentrée sur la promotion des thérapies, dès qu'elles seront certaines, la biotechnologie peut cependant très vite devenir aveugle à ses propres dangers. À la lumière des obligations d'anticipation fondées sur le droit de l'homme à la science, nous pourrions, par exemple, étendre l'objet de cette anticipation scientifique biomédicale à la protection de la personne humaine en général, et donc porter davantage attention aux limites de cette science, qui doit demeurer une science humaine. Et j'emprunte ici le titre de cet ouvrage qui est sorti il y a quelques années sur la génétique, science humaine. Ne serait-ce
que pour mieux saisir ce que peuvent et doivent recouvrir des concepts eux-mêmes ambivalents, qui sont aujourd'hui âprement débattus en droit international biomédical, comme la maladie ou la thérapie, qui sont des termes très controversés et très difficiles, qu'il faut, pour pouvoir bien interpréter, pouvoir interpréter à la lumière d'une science humaine. Troisième critique, le critère de l'anticipation scientifique. Le critère de l'évaluation recommandé par les différents textes que je vous ai présentés est avant tout une évaluation des risques avec une analyse coût-bénéfice utilitariste classique. Il serait opportun, à mon avis, de réformer cette procédure en développant une lecture du principe de précaution diligente qui ne repose plus sur la certitude scientifique, mais sur la prudence raisonnable. Une telle approche permettrait d'éviter la tendance du modèle actuel, qui est, vous l'aurez compris, d'attendre que les connaissances scientifiques s'affirment pour plus de certitude et pour pouvoir ensuite proposer la relaxe du moratoire. D'ailleurs, cette approche favorise le status quo scientifique et verrouille la direction de l'anticipation vers davantage de flexibilité en recherche à des fins thérapeutiques. Regardez par exemple l'interprétation qui a été donnée en 2022 par le comité d'interprétation de la Convention d'Oviedo du Conseil de l'Europe, qui est chargé régulièrement de réinterpréter l'article 13 de la Convention. Et vous voyez comment ce comité s'est senti interpellé, a eu besoin de préciser ce que veut dire recherche et ce que veut dire recherche à des fins thérapeutiques. Donc on voit ici véritablement une ouverture, une remise en cause du moratoire vers davantage de flexibilité, toujours dans une direction thérapeutique. Et cela vaut aussi, je l'ai dit, pour l'examen de la proportionnalité qui devrait être pratiqué non plus comme un équilibre coût-avantage, mais comme une véritable mise en balance égalitaire. Il n'y a pas de raison de considérer qu'un moratoire ou une interdiction en matière de recherche scientifique soit nécessairement disproportionné. Mais de nos jours, c'est l'interprétation qu'on donne de la proportionnalité. Une proportionnalité fondée sur un équilibre coût-avantage ne doit pas permettre d'interdire, sinon elle ne serait pas véritablement équilibrée du point de vue coût-avantage. Donc vous voyez qu'on renverse constamment les principes et je pense que l'anticipation scientifique fondée sur le droit de l'homme à la science nous permettrait de revoir tout cela un petit peu différemment et de manière beaucoup plus humaine. Alors dans la prochaine et dernière leçon, je tenterai de tirer du droit de l'homme à la science les éléments d'un cadre juridique et institutionnel international des sciences qui soit apte à les garantir, les protéger, les encadrer et les limiter. Ce sera la pièce maîtresse, la dernière pièce en fait, du cours que j'ai construit pour vous cette année. J'espère que ce que je vous présenterai à ce moment-là pourra correspondre au projet humaniste de la République universelle des sciences. Et je terminerai, comme promis, avec un épilogue critique sur l'intelligence artificielle. Alors cet après-midi, dans notre séminaire, nous recevrons la docteure Bido Abdul du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève. C'est l'une des artisanes des nombreux rapports de la rapporteuse spéciale sur les droits culturels, sur le droit de l'homme à la science depuis 2012. Donc je vous invite très chaleureusement à venir l'écouter et à lui poser toutes les questions que vous auriez. Je vous remercie de votre attention. Les sujets étaient graves, mais j'espère avoir un petit peu éclairé la manière dont nous pourrions les traiter. Merci de votre attention.